Bon, allez, c'est parti. Le Figaro nous apprenait ce matin que le Parlement adopte définitivement aujourd'hui un texte, l'AREM, soutenu ardemment, je cite, par le gouvernement, qui instaure des quotas de femmes aux postes de direction des grandes entreprises. Alors, l'occasion est belle, mon cher Mathieu, de revenir sur la question des quotas qui revient en boucle en France et dans les autres sociétés occidentales. Oui, alors on nous explique encore une fois, la thèse est la suivante, il faut favoriser la nomination de femmes dans les postes de grandes entreprises. Donc, c'est ça. L'administration, la direction et ainsi de suite. Et je décris un peu le projet de loi pour avoir fait la proposition pour voir ce qu'on trouve là-dedans. Globalement, d'ici 2027, il doit y avoir 30% de femmes dans les comités de direction, dans les emplois de direction des entreprises de plus de 1000 employés. Et à partir de 2030, il y aura 40% qui doivent être là. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir des pénalités financières, inévitablement. Et les entreprises qui dérogeraient à cette exigence devraient afficher eux-mêmes leur, appelons ça leur, Non. J'allais dire, le terme est un peu méchant, pardon, leur déviance publiquement en disant, eh bien, donc sur le site du ministère du Travail, les écarts entre les attentes exigées par le gouvernement et ce qu'ils font par eux-mêmes. Donc, pénalisation financière et en plus dénonciation publique des mauvais joueurs, de ceux qui ne marchent pas au rythme exigé de la parité en entreprise. On ajoute à ça une autre, donc soit dit en passant, ça désigne à la vindicte publique les contrevenants. Comment osez-vous ne pas être à la hauteur des quotas? Comment osez-vous ne pas être à la hauteur de la parité? Nous vous dénonçons publiquement et on comprend qu'il y a un objet de militantisme ensuite ici pour tous les sleeping giants de ce monde et il n'en manque pas. Autre élément, la loi entend lutter, je cite, contre les biais de genre dans les choix professionnels. Donc, ce qui fait en sorte que pourquoi moins de femmes deviennent ingénieurs que d'hommes ne le deviennent, pourquoi plus de femmes deviennent enseignantes ou éducatrices ou avec les métiers de la petite enfance que d'hommes et ainsi de suite. Donc, derrière cela, il y aurait des stéréotypes de genre. Derrière ça, il y aurait des mécanismes sociologiques qui pousseraient à choisir tel métier ou tel autre. Ça aussi, il faudrait le corriger dans une entreprise de rééducation, de reconstruction des rapports sociaux pour que chacun, en dernière instance, on advienne à ce qu'on appelle la pleine égalité. On l'a formulé là, l'égalité économique et professionnelle réelle. Alors, c'est un peu l'esprit du projet de loi qui, pour certains, passera pour pragmatique, mais il serait intéressant de se demander quel est l'arrière-fond idéologique et sociologique de ce projet de loi. Alors justement, sur quelle grille de lecture sociologique repose la logique des quotas? Ah, voilà. Et ça, je pense, c'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Quand on voit les quotas, on n'est pas devant une mesure pragmatique. Il y a un présupposé théorique et sociologique dans les quotas. C'est cette idée qu'il y aurait le fameux plafond de verre. Il y aurait un plafond de verre dans nos sociétés qui ferait en sorte que pour les minorités, mais les femmes aussi qui sont classées comme minorités, impossible d'accéder à, sauf des situations d'exception, impossible d'arriver à des postes d'autorité, impossible d'avoir droit à la pleine égalité dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de décision. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit imposer une logique de quota qui cassera véritablement ces mécanismes, qui cassera ce qui ferait éclater ce plafond de verre, qui imposera, autrement dit, une forme d'égalité forcée dans différents domaines d'activité sociale. C'était pour certains, c'était au Parlement, dans la représentation à l'origine, les quotas apparaissent sous le signe de la parité, appliqué aujourd'hui au monde de l'entreprise. Mais oui, mais sauf que c'est intéressant, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a eu combien de lois, justement, pour avoir la parité à l'Assemblée nationale? On l'a toujours pas. Alors, il y avait la loi Copé-Zimmermann. Oui, mais on n'est pas à 50%. De femmes. Alors, dans les conseils d'administration, si, mais c'est vrai, dans les comités de direction, les postes exécutifs, c'est ce qu'entend rectifier cette loi. Oui, mais je ne parle pas de ça, mon Dimitri. Pardon, de l'Assemblée. Oui, je parle. Il y en a un qui suit. Non, mais c'est vrai, c'est une question, pardon, vous allez reprendre votre fil, mais à l'Assemblée nationale, il y a eu combien de lois pour avoir la parité à l'Assemblée? Oui, on n'a jamais eu. C'est à ce moment-là que la torsion de la société, de la réalité, des préférences personnelles, des préférences individuelles par le droit, un droit toujours coercitif, a ses limites. On ne peut pas forcer en dernière instance les gens à désirer ce qu'ils ne désirent pas. Et on peut évidemment pénaliser, on peut punir, on peut rééduquer, on peut faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de propagande. En dernière instance, s'il n'y a pas le 50-50, l'égalité parfaite, premièrement, est-ce un véritable objectif de société? Est-ce qu'on doit vraiment penser l'égalité? Est-ce qu'on doit penser l'émancipation sur le mode du 50-50 brutal? Ou est-ce qu'on ne doit pas se demander s'il n'y a pas aussi
aussi des préférences personnelles, culturelles, qui jouent, de genre, comme on dit aujourd'hui, qui jouent à travers ça. Et ça nous ramène donc à cette question de fond, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique des quotas? Il y a cette idée qu'il y aurait une forme de patriarcat, encore, toujours très actif. Très actif. Donc, apparemment, on aurait aboli le patriarcat, on lui aurait coupé la tête, on en aurait fini avec lui. J'ai fait une autre parenthèse, vous m'en voudrez pas. Hein, de aucune manière, allons-y. C'est le dernier jour de la semaine. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, il y a des pays en Afrique qui arrivent parfaitement à avoir des présidentes qui sont des femmes. C'est pas que je milite, hein, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je suis ni homme ni femme ce soir. Mais même dans des assemblées nationales qui sont africaines, ils y arrivent. Donc, comme vous dites, derrière, il y a une volonté de ne pas y arriver. Je me tais maintenant. Je corrigerai. Je ne dirais pas une volonté de ne pas y arriver. Je dis que, dépendamment à quel moment dans l'histoire d'une société on implante des mécanismes démocratiques, c'est une chose. Donc, quelquefois, il y a différentes traditions, il y a toute une série de facteurs culturels qui ne se réduisent pas à des mécanismes de discrimination. Ensuite, j'aime noter que pour tous ceux qui nous disent qu'il faut absolument une femme à la présidence, que ce serait nécessaire, ce serait le plus grand cap à franchir pour la démocratie française, ils ont eu l'occasion en 2017. Hein. S'ils avaient voulu, ils avaient l'occasion, ils pouvaient voter pour Marine Le Pen s'ils le souhaitaient, mais manifestement, si la femme en question n'a pas les bonnes idées, n'a pas le profil idéologique désiré, c'est comme une femme moins, ou une moins femme, ou je ne sais pas exactement, globalement, ou Mme Thatcher, quand on nous dit qu'il faut une femme qui défonce les plafonds de verre, Mme Thatcher, ça convenait pas parce qu'elle n'avait pas les bonnes idées. Alors, je ne fais pas le plaidoyer ni pour Mme Thatcher, ni pour Mme Le Pen. Je dis que manifestement, pour certains, l'idée que ce soit une femme est un facteur relativement secondaire si la femme en question n'a pas les bonnes idées. Alors, imaginez un deuxième tour demain entre Emmanuel Macron et Marion Maréchal s'il se lançait. Je suis persuadé que de grands féministes et de grandes féministes qui nous disent il nous faut absolument une femme à la présidence de la République se tourneraient vers le menton patriarcal d'Emmanuel Macron pour les protéger de la régression antiféministe dans leur esprit de Marion Maréchal. Comme quoi, vous savez, en dernière instance, les préférences sexuelles des uns et des autres, j'entends un homme ou une femme président, ça se relativise avec d'autres critères. Mais je reviens à tout prix, formation oblige, vers mes lubies sociologiques. Alors, il y a une structure patriarcale dans leur esprit. Il y aurait des préjugés, il y aurait des stéréotypes, il y aurait dans la société toute une série de mécanismes sociologiques qui produiraient des inégalités à répétition. Et dans l'esprit des promoteurs des quotas, toute forme de disparité statistique. Autrement dit, s'il y a donc 48% de femmes dans la population, 52% d'hommes, ou donc 48, 51 et 1% de non-binaires, bon, eh bien, ce qu'on va nous dire, c'est que c'est le signe, mais que la représentation parlementaire n'est pas équivalente, ou dans l'entreprise n'est pas équivalente. On y verra automatiquement le signe d'un mécanisme producteur d'inégalités illégitimes. On y verra inévitablement une structure qui pousse à l'injustice. Donc la disparité statistique est toujours interprétée comme une inégalité sexiste ou une inégalité raciste, ou différents types d'inégalités, mais qu'il faudrait corriger par des structures administratives lourdes, des structures bureaucratiques lourdes qui ont pour vocation d'accélérer le cours de l'histoire pour produire l'égalité désirée. Le problème, c'est que comme vous l'avez évoqué sur la parité à l'Assemblée nationale, eh bien, l'égalité désirée ne parvient jamais exactement comme on le souhaitait. Mais ce qui reste en dernière instance, ce sont les structures bureaucratiques. Ce sont les lois qui s'empilent les unes après les autres pour contraindre et forcer cette égalité fantasmée. Ajoutez une autre chose, et là on se tournera un instant vers les sociétés scandinaves pour s'en convaincre. Les sociétés scandinaves qui se voient comme les plus progressistes de l'histoire humaine. C'est le nec plus ultra du progressisme mondain. Peut-être un peu le Canada aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a vu là-bas de la volonté vraiment de casser les mécanismes de socialisation qui poussaient les femmes vers certains métiers, les hommes vers d'autres métiers. On voulait déconstruire les stéréotypes, les préjugés de genre. On voulait déconstruire tout ce qui, dès le berceau jusqu'au tombeau, font en sorte qu'un homme se comporte de telle manière et une femme d'autre manière. Vous savez, il y a même la manie des crèches non-genrées là-bas et ainsi de suite. C'est quand même original comme idée. Eh bien, résultat des courses, ça ne fonctionne pas parfaitement. Parce qu'en dernière instance, on ne peut pas abolir pleinement la nature. La culture pèse. Les hommes et les femmes ne sont pas parfaitement interchangeables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas égaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas égaux en droit et en dignité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit, les deux sexes, d'avoir les mêmes aspirations. Mais il se trouve que lorsqu'on leur accorde ce droit d'avoir les mêmes aspirations, les mêmes désirs, eh bien, ils n'ont pas les mêmes désirs. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. Autrement dit, on a beau vouloir, par le droit, la politique, la communication, la propagande, la rééducation, faire en sorte que les hommes et les femmes se perdent dans une forme de magma indifférencié, dans une espèce de grand tout où les uns et les autres sont indiscernables, une forme de théorie du genre universel. Le résultat, c'est que les hommes et les femmes existent encore et ne sont pas interchangeables et ne souhaitent pas nécessairement la même chose. Et de ce point de vue, il n'est pas certain que ces lois à répétition pour
d'imposer par des quotas une égalité absolue en entreprise, ça ne soit pas en dernière instance une volonté de forcer exagérément la nature. Il y a quand même derrière ça, la différence des sexes existe. Monsieur veut faire une incursion comme moi. Ben oui, parce que moi, c'est un sujet qui me préoccupe. Alors évidemment, en tant qu'homme, on se sent toujours un petit peu illégitime à On n'a parler pas fini, de ce sujet-là. on a encore des questions. Non, mais moi, la question, alors ça pose déjà la question du mérite, parce que l'introduction des quotas fait que ça va toujours se poser la question de la compétence des femmes qui vont accéder à cela. Et il y a d'ailleurs ces femmes qui revendiquent d'être des femmes quotas. Je crois que Agnès Pannier-Runacher, la ministre, l'avait revendiqué. Elle fait oui, je suis une femme quota. Voilà, c'est comme ça. La question de la légitimité. Mais après, je crois qu'il y a une mauvaise conscience un peu de nos sociétés libérales où la liberté est mise en avant, la liberté d'entreprendre, et donc la concurrence qui fait que dans ce jeu social, les hommes finalement sembleraient s'imposer plus que les femmes. Et il y a cette envie quand même d'introduire davantage d'égalité, de forcer un petit peu l'égalité. C'est la tension en fait entre ces deux valeurs-là qui s'expriment à travers les politiques de quotas qui sont très imparfaites, mais dont l'objectif, je trouve, n'est pas forcément si indécent que cela. Alors encore 2 questions et après je vous donne la parole à tous les deux. Et moi aussi j'ai 2 petites choses à dire. Alors, non mais c'est un sujet passionnant. Quelles sont les conséquences de choisir une personne en fonction de son sexe lorsque vient le temps de combler un poste? Évidemment, c'est la question centrale, c'est-à-dire est-ce qu'un individu est choisi pour ce qu'il est ou est-ce qu'il est choisi en tant que quota, en tant qu'échantillon représentatif, en tant que porteur d'une identité dont il est le représentant. J'aime souvent donner cet exemple dans l'histoire de ma vie politique, de ma vie électorale, c'est-à-dire en tant qu'électeur dans ma vie. J'ai plus souvent voté pour des femmes que pour des hommes. Hein. Pas parce que j'étais... il faut voter pour une femme contre un homme. Je votais globalement pour le parti qui représentait mes idées. Et si c'était une femme, je m'en fichais. Si c'était un homme, je m'en fichais aussi. Je pense que fondamentalement, ce principe de compétence individuelle, ce principe de valorisation du mérite individuel, de l'excellence en entreprise aussi, c'est un principe qui est tout à fait naturel. Et lorsqu'on décide de sortir de cette logique, c'est le principe même des sociétés libérales qu'on vient transgresser. Mais là, il y a un problème, c'est que les partisans des quotas nous expliquent souvent que la valorisation du mérite individuel serait en fait le masque derrière lequel se cacherait le patriarcat. On y revient. La valorisation du mérite et de l'excellence serait encore une fois le masque de l'homme qui ferait croire, il prêterait ses propres vertus, son goût de la concurrence, son goût de l'excellence dans leur esprit, son goût du combat dans leur esprit. Il maquillerait ça en vertu universelle, puis ça la structure de compétences, la structure de la valorisation de l'excellence, de l'individualité, maquillerait les intérêts du patriarcat masculin. En fait, c'est une logique qui nous conduit à une logique clanique, une logique de représentation tribale. Chacun est censé représenter son groupe, et ce qui disparaît au terme de cela, c'est l'individu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune politique spécifique à mener pour faciliter une meilleure intégration des femmes au marché du travail? Justement pas. Il faut leur sortir à tout prix, à mon avis, de toutes les théories antidiscriminatoires, machin. Mais ça ne veut pas dire ensuite que pour favoriser justement la pleine intégration des femmes au marché du travail, quel que soit le degré où elles veulent, que ce soit les postes les plus conventionnels ou les plus élevés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on doit favoriser des politiques qui favorisent la conciliation travail-famille. Donc, par exemple, les crèches en entreprise. On peut donner cet exemple. La réintégration des femmes après leur congé de maternité d'une manière ou de l'autre dans l'entreprise. Qu'on ne peut pas faciliter de mille et une manières la possibilité pour les femmes de réintégrer. Comme je dis, donc, elles portent ce qui est présenté comme certains comme le fardeau de la maternité. Pour d'autres, c'est une chance, mais qu'importe. D'une manière ou de l'autre, il est possible de multiplier les politiques dans cet esprit pour favoriser leur réintégration au marché du travail, ou leur plus grande accession au marché du travail, à une condition qu'on les pense comme des politiques spécifiques en fonction d'une condition particulière, et non pas comme des machines à corriger des systèmes discriminatoires à répétition qui, objectivement, aujourd'hui n'existent plus. Marc, Charlotte. Alors déjà, si vous avez un PDG et que c'est la femme à côté, c'est donc une discrimination parce que la femme n'a pas pu être le PDG. Il faut 2 PDG à ce moment-là. Vous voyez, l'aberration de ce système. Un président, une directrice générale, par exemple. Ah non, mais ou une présidente et un directeur général. Et moi, j'ai rencontré, par exemple, des femmes, qui sont dans une association qui s'appelle Pour les femmes dans les médias. Et moi, elles discutent régulièrement et elles se disent que, évidemment, pour accéder à des postes à responsabilité, c'est compliqué. Et il y en a qui aimeraient avoir des quotas parce qu'elles travaillent depuis des années. Elles se disent que leurs compétences ne sont pas reconnues. Mais qu'est-ce qu'il y a comme solution par rapport à ça? C'est une question que je pose. Oui, mais pourquoi s'inscrire en victime? Pourquoi ne pas être dans l'esprit? Non, c'est pas s'inscrire en victime, c'est se constater en victime. Mais non, mais c'est pas se constater en victime. C'est une question. Il faut revenir à ce moment-là. Regardez ce que l'on fait pour éviter, par exemple, la discrimination par rapport au nom.
alors on envoie un CV où on masque que l'on s'appelle Mohamed ou je ne sais trop quoi. Que la personne... anonyme. Voilà, c'est le CV anonyme. Bah, c'est ça qui doit exister. On doit pouvoir se manifester. C'est la théorie, mon chéri. Mais sans Pour théorie. la direction générale d'une multinationale, vous croyez que vous envoyez des CV anonymes? Mais non, mais ça marche pas comme ça. Dans ce principe-là, théoriquement, ça serait bien. Ce sont des milieux de cooptation. Non, mais- c'est ça en fait. Non mais d'accord, mais vous allez choisir le meilleur si vous voulez que votre entreprise. Ou alors sinon, c'est de la même façon pour fonder des entreprises. Alors vous allez avoir, il y a 5 personnes hommes qui créent des entreprises. Il nous faut trouver 5 femmes pour avoir le même nombre de chefs d'entreprise. Bon, la parole vous à une voyez, femme. c'est complètement fou. On dépasse le timing, je vous dis Pardon. pas. Charlotte. Je serai court. Il y a 2 choses en fait moi qui me frappent, c'est que d'abord le processus qui est complètement en effet dans la rigueur absolue, il faut 50-50. Souvenez-vous à la mairie de Paris où il y avait plus de femmes, la mairie de Paris avait reçu une amende parce qu'il y avait trop de femmes. Absolument. Donc en fait on vire à la folie absolue. Et alors là pour ce coup-là on avait dit oui non c'est ridicule, on va quand même pas payer une amende parce que trop de femmes ça gêne beaucoup moins les gens parce que c'est une revanche je sais pas quoi sur l'histoire. Enfin bon bref c'est l'absurdité totale. Par ailleurs je note que on parle toujours des postes à responsabilité et très bien il y a des métiers dont on ne parle absolument pas qui sont quasiment exclusivement masculins. On pourrait parler des éboueurs. Il n'y a pas de femmes. Et apparemment, ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas la parité. On pourrait parler du BTP. Mais il y a une question aussi, évidemment, dans ces 2 métiers-là, de force physique. On pourrait reparler de la question du sport ou la question des transgenres dans le sport, où on constate la différence physique. C'est une des différences. Et en effet, la différence ne veut pas dire l'inégalité, ni en dignité, ni en droit. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas non plus forcément les mêmes capacités, notamment physiques. Vous êtes tous bavards. Hein, Mais moi j'adhère au raisonnement philosophique de Mathieu, et c'est vrai qu'il y a une espèce de folie réglementaire, et l'histoire des amendes à la mairie de Paris en est l'illustration parfaite, mais en revanche c'est vrai que dans les milieux de direction, ce sont des milieux de cooptation, et il faut bien le dire, les hommes restent entre eux, et C'est un problème plus sociologique. voilà, à mon mais c'est un avis, problème que- Il ne faut sociologique. pas le nier. Voilà, exactement. C'est ça aussi. Je Mais comprends ce instant- que vous dites sur la compétence, mais il ne faut pas le nier non plus. C'est une Mais il y a aussi question. une dimension, il faut faire confiance minimalement au temps. C'est-à-dire, nos sociétés, elles évoluent assez rapidement quand même. On sort de sociétés qui étaient globalement masculines dans l'espace public et féminines dans l'espace privé. Voyez-vous l'ampleur de la révolution qui s'est opérée Ouais. en appelle un demi-siècle. Bon, et ça, c'est pas grâce à tous ces machines quotas, c'est simplement parce que le renouvellement des générations, le progrès des mœurs, le progrès des mentalités, le fait que les hommes aujourd'hui, pour la plupart, n'ont aucun problème à l'idée de se faire diriger par une femme, et l'inverse. Ah, c'est très bien ça. Ça dépend. Mais, le problème, c'est le contrôle bureaucratique à répétition fait en sorte qu'en dernière instance, on crée une société de surveillance, une société qui crée tout le temps des problèmes par rapport au principe d'égalité, alors que dans les faits, le progrès fait en sorte que les 2 sexes qui sont égaux, qui ont les mêmes aspirations, d'une manière ou de l'autre, finissent par se rencontrer dans les postes de direction et les autres postes disponibles. Et j'ai l'impression qu'on pourrait appliquer tout ça à toutes les minorités. Mais ça, c'est un autre débat. On a le temps d'en parler. Dans un instant. Comment ? Il y a bon courage au DRH. Bon courage au DRH.